Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de visiter l'exposition Corlandia de Sarah Conti au Centre de la gravure et de l'image imprimée de la Louvière. Et on a eu l'occasion de discuter une trentaine de minutes à propos de tout et n'importe quoi. Ça peut passer de la physique quantique à ses inspirations. Donc, bon visionnage et je vous laisse avec l'interview. Je m'appelle Sarah Conti, je suis une artiste, une street artiste et une illustratrice. Donc j'ai collé pendant de nombreuses années dans l'espace public sans autorisation de grandes pièces de 2,50 m en général. Et aujourd'hui, ce qui est à voir au centre de la gravure, c'est ma dernière production qui consiste entre autres en des géantes qui génèrent ou qui donnent à voir chaque fois quelque chose. Voilà, je ne vais pas en dire plus maintenant. Je ne sais pas s'il y a un thème que tu veux dessiner en particulier, ou on peut dessiner des sirènes. Si tu veux, avec plaisir. Un sujet important dans l'exposition. Bon, je vais me servir ici. Si tu veux, tu peux prendre un marqueur. Ah oui, j'aime bien. Voilà. Bon, du coup, dans l'exposition, les sirènes, c'est un grand sujet, la féminité, c'est un grand sujet. Oui. Est-ce que c'est une manière, parce que vous êtes une femme, que vous sentez le besoin de représenter des femmes? Ben, écoute, oui, en fait, franchement, si j'étais pas une femme, je pense que je dessinerais autre chose. Et effectivement, je me rends compte que dans l'exposition, c'est surtout des femmes qui sont représentées. Tu as raison, voilà. Après, le travail que j'ai effectué dans la rue, avec les matrioshkas, c'était vraiment une affirmation de l'énergie féminine dans l'espace public aussi. Hein. Donc oui. Mais l'énergie féminine dans l'espace public, c'est parce que tu trouves qu'il en manque? Non, c'est parce que, alors quand je faisais ça, c'est parce que je pense pas, d'ailleurs je pense que c'est une réalité, qu'une femme n'a pas la même aisance dans l'espace public qu'un homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu te balades le soir seul, je pense que le fait que tu sois une femme te fait sentir vulnérable. Et d'un point de vue d'artiste féminine, encore une fois, dans l'histoire, ça a été souvent occulté les artistes féminines face aux artistes masculins. Ouais. Est-ce que votre art, vous trouvez que ça contribue d'une manière à réapporter l'art féminin dans l'espace artistique? Dans le sens où je suis une femme, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse actuellement, au-delà de l'affirmation du féminin, c'est par rapport à mon histoire à moi, c'est l'enfant intérieur surtout que je pense qu'il est important d'aller contacter et d'essayer d'apaiser aux besoins. Voilà. Et donc, je pense qu'on a aussi une responsabilité par rapport, c'est ce que je disais dans la visite, c'est que par rapport aux enfants, aux animaux, à tous les êtres qui ne peuvent pas se défendre. Parce que ça, on est dans une société qui est assez... c'est assez agressif quand même. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui. Par rapport au fait de protéger, je trouve ça important que pendant la visite, tu as pas mal parlé du fait qu'il fallait protéger les personnes qui étaient d'une manière vulnérable. Mais est-ce que pas tout le monde est vulnérable? Oui, mais bien sûr, si. Mais toi, tu peux plus te défendre. Tu es plus consciente de ce qui se passe qu'un enfant qui est agressé d'une façon ou l'autre, même en parole. Je pense qu'il n'est pas du tout en mesure de se défendre. Un animal encore moins. Une personne âgée non plus. Une personne porteuse d'un handicap quelconque non plus. Donc voilà. Nous, on est des adultes. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas vulnérable, mais on peut répondre. On est plus conscient, c'est ce que je veux dire. Ok. Donc, c'est plus une question de... forcément les personnes vulnérables. Parce que je dis ça par rapport à l'autoportrait. Oui. Où tu pousses oui. Médusa.
j'ai fait le lien entre les deux, où je me suis dit, d'une certaine manière, la petite personne qui est en toi, tu la protèges aussi avec une personne plus, avec une façade plus agressive. Peut-être, tout à fait. Oui, peut-être. Après, dans la tradition, la gorgone, comme ça, donc Médusa, les soldats romains en avaient une sur leur bouclier, justement parce que c'est une protection, tu vois, au-delà du fait que elle a une tête comme elle a, la pauvre. Mais donc ça s'appelle un gorgonéon, en fait, c'est une protection, tu vois. Et oui, elle pousse le gorgonéon devant elle, ouais. Le lutin fait ça, oui. Le lutin qui est moi. Mais justement, par rapport à cette œuvre-là, j'aimerais bien, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Parce que du coup, les personnes qui vont voir la vidéo, ils n'ont pas eu la visite. Non. Alors, oui. Mais non, c'est simple. En fait, donc on voit, c'est une géante. Je sais pas si tu vas montrer l'image, j'imagine. Si, je pense. Donc, c'est une géante qui donne à voir un lutin qui pousse une espèce de chariot qui porte la tête de la méduse. Et l'œuvre s'appelle Eyort. Donc Eyort, c'est Troie à l'envers. Troie, tu vois, le cheval de Troie. Alors le cheval de Troie, il rentrait dans une ville et poussé par... Voilà, c'était un leurre. À l'intérieur, il y avait plein de soldats pour attaquer la ville. D'ailleurs, c'est un carnage, c'est tout ce qui se passe dans l'histoire d'Ulysse. Et en fait, Troie, donc tu vois, c'est Yort et Yort à l'envers. Et là, il n'y a pas de soldats, il y a juste un lutin qui pousse, qui pousse une espèce de gorgone pour un peu se protéger, quoi. Donc voilà. Donc le cheval de Troie, c'est la gorgone. C'est ça, sauf que c'est pas pour attaquer. C'est pour se protéger. Voilà. J'aime bien... Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit. Ouais, c'est vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Toutes les fois où il y a des remarques ou des rappels à la mythologie, c'est quoi le lien que tu as avec la mythologie? Alors en fait, moi quand j'étais petite, j'avais un papa qui nous a vraiment... Je dis nous parce on est 3 sœurs. Qui nous a vraiment emmenés dans les musées. Donc comme il était d'origine toscane, donc ça veut dire j'ai un oncle qui est à Florence d'ailleurs, donc c'est toute la Renaissance. Et surtout en Toscane, on a aussi beaucoup de vestiges des Étrusques, de la civilisation des Étrusques que j'adore. Et donc ça c'est vraiment été une influence, c'est toujours d'ailleurs une influence par rapport à mon travail aux formes. Il y a quelque chose, quoi, tu vois, on peut faire le lien vraiment très fort, parce que ça a été vraiment formateur, tu vois, pour moi. Et on allait aussi beaucoup dans les musées d'archéologie, donc on allait voir les tombes étrusques, puis il y avait les musées, et donc voilà. Et j'adore d'ailleurs, moi, l'archéologie, vraiment. Mais en plus de pas l'archéologie, la mythologie. Il y a un côté très spirituel. Par exemple avec le deuil, comment tu as décidé de représenter en lien avec la constellation et tout ça. Oui, alors en fait, c'est parce que ça c'est par rapport à un travail que je fais sur moi. Et donc moi, oui, j'ai fait beaucoup de constellations familiales. C'est super intéressant. Après c'est compliqué, enfin c'est difficile d'expliquer, de rentrer dans les détails ici. Mais disons que ça permet de... alors, il y a des gens qui n'éprouvent pas le besoin de changer quoi que ce soit et parviennent à vivre tels qu'ils sont. Et ça, c'est super. Mais moi, ce n'est pas le cas. Donc, parfois, je suis parfois arrivée à des moments où j'avais vraiment besoin d'aide pour pour avancer, quoi. Parce que c'était pas évident. Voilà. Et donc tout ça est très aidant et très intéressant parce qu'on découvre. Enfin voilà, c'est assez. Enfin moi en tout cas tout ça m'intéresse beaucoup. Alors j'aime pas le terme développement personnel, ça j'aime pas, mais c'est presque parfois une question de pour mieux vivre, quoi, tu vois. C'est pas vraiment du développement personnel. Moi j'ai aussi ce truc là où j'ai toujours l'impression que
il y a quelque chose à améliorer. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire? Non, du tout. Moi, c'est pas ça que je veux dire parce qu'il n'y a rien à améliorer. Ah, ok, je suis non, enfin, moi, je trouve que c'est plus par rapport... oui, les meilleures versions de soi-même et tout. Non, mais ça, moi, j'adhère pas du tout. C'est plus par rapport, à un moment donné... t'as du mal à vivre certaines choses, je sais pas, et donc tu peux faire appel à de l'aide, en fait, il y a plein de façons de se faire aider, et voilà, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, je sais pas. En regardant un petit peu, je suis tombée sur le jeu de tarot. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est un jeu de tarot, mais oui, aussi, on peut dire. C'est plutôt un oracle, ouais. Un oracle, voilà. Si on veut, ouais. Et je trouve ça intéressant, la façon de créer un jeu qui est purement personnel à la personne qui... Enfin, de ce que j'ai compris, à la personne qui va l'utiliser. Ouais. Donc, que lorsqu'on tire les cartes, c'est vraiment... Il n'y a pas de transcription claire de ce que ça veut dire, il faut le voir avec son vécu à soi. Alors si, j'ai quand même fait un petit dépliant. Là. Il y a quand même un petit dépliant, donc qui met sur des pistes, mais pour chaque carte, je te donne une phrase, une autre, des pistes, mais ça se termine toujours, et pour toi, quel est le sens de cette carte? Parce qu'à la fin, c'est toi. Oui, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, le fait d'avoir son vécu personnel inclus dans le jeu. Oui, en fait, c'est toi qui dois un peu ressentir ce que le dessin te dit. Parce que, en fait, dans un travail comme le mien, les gens, ils vont d'office se projeter. Tu vois, parce qu'ici, vous m'avez entendu donner des explications. Mais en vrai, si je ne suis pas là, tu vas voir, alors je sais pas, tu vas peut-être aimer une des pièces qui est là, et tu vas d'office projeter ta propre vie dedans. S'il y a quelque chose qui te plaît, c'est que quelque part il y a un écho chez toi, tu vois, de ce que tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu ressens quand tu crées, que le fait de vouloir... Non, mais c'est une observation. Après, il n'y a pas que... c'est pas volontaire, c'est comme ça. Okay. En fait, à partir du moment où tu fais un travail qui est où il y a des personnages d'office, alors moi je sais qu'il y a des gens qui vont acheter une œuvre, alors de un parce que la thématique les touche, et de deux peut-être parce que la dame elle a des cheveux longs et que le personnage a des cheveux longs lisses par exemple aussi, où il se projette carrément dedans. Comme avec Christophe et la dame. Oui, voilà. Sauf que lui, il ne se projetait pas, c'est moi qui le projette. C'est moi qui le projette dans l'œuvre. Quand tu crées des personnages, tu as des inspirations pour les visages, pour en fait, j'ai beaucoup de carnets, des carnets où je dessine beaucoup, de façon désordonnée, ça c'est chouette. Et donc, je reprends les idées. Tu vois, parfois, le soir, j'adore être sur mon sofa avec mes carnets. Et c'est là que les idées elles viennent le plus parce que donc je relaxe et voilà. Ouais. J'ai lu qu'apparemment on est plus créatif le soir pendant la journée. Ah ben voilà. Écoute, ça je ne sais pas parce que moi le soir je suis pas bonne à grand chose franchement. Et ce que je fais aussi beaucoup c'est que je vais alors parfois tu sais il y a notre propre imaginaire mais il y a aussi mais c'est bien aussi de se nourrir de l'extérieur et donc je vais parfois à la bibliothèque. Moi, là où je vis, il y a une super bibliothèque magnifique. Et du coup, je vais parfois dessiner là-bas. Donc, je vais avec mon carnet, je prends des livres qui m'intéressent, où il y a des images, et je vais dessiner à la bibliothèque. Voilà. Ouais, alors parfois, je dessine aussi, je suis en vacances, avec mon carnet, je dessine. Enfin, voilà. Parfois, je dessine et j'ai pas d'idée, ça m'énerve. Ah, du coup, la plupart du temps, ça sort de ta tête ou tu prends des inspirations, etc. Ça dépend, les deux. Quand je suis chez moi, ça sort de ma tête. Mais parfois, quand je sens que j'arrive pas à trouver, à aller en avant, je vais à la bibliothèque et je vais me nourrir. Par exemple, là, j'ai une expo qui va arriver à Valenciennes, à la bibliothèque universitaire. Là, il y avait une thématique, tu vois. Il y avait la thématique de la nuit de la lecture, c'est ville et campagne. Et donc là, oui, là j'ai dû aller me nourrir d'images que j'ai trouvées par exemple à la bibliothèque. Ouais. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent particulièrement? Alors,
Attends, je vais pas dire de conneries pour ça. Disons qu'il y a des artistes qui m'ont marqué. Comme je trouve. Ouais, oui, bah oui. Alors, sinon, au niveau plus artiste, bah, c'est toujours des gens... Alors, je me souviens que j'étais à un moment de ma vie vraiment pas bien. Et j'étais vraiment 6 pieds sous terre. Et il y a une exposition qui m'a sauvé la vie. Je suis ressortie de l'exposition avec yes, c'est reparti. Et c'était l'exposition de Kétarine qui avait lieu à Mons, mais il y a longtemps. Hein. J'adore le travail de Kiki Smith. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Attends. Oh, il y a plein de choses que j'aime. Jot, j'adore, mais c'est, comme je t'avais dit, c'était plus affectif. Ouais, c'est toujours des trucs que là, tu vois, Puis il y a des choses que j'ai aimées maintenant qui me touchent moins. C'est difficile là comme ça, je ne suis pas préparée, tu vois. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais par rapport à l'exposition de Katharine, du coup, c'est quoi en particulier qui a fait que... Ça dégage une énergie incroyable. C'est quelque chose de très... il y a aussi... C'est très... Alors, il y a des thématiques vraiment très graves, parce que lui, il a vécu vraiment à l'époque du sida, hein, et il en est mort d'ailleurs. Mais il y a une énergie qui est très... enfin, moi, qui, pour moi, était vraiment communicative. Très, très, très chouette. Bon, après, il y a les artistes classiques qu'on aime, hein, les dessins de Picasso, enfin... Voilà, ce genre de choses. Dans les artistes contemporains, attends, parce que moi, il y a des choses que j'ai aimées que je n'aime plus nécessairement. Ah, j'aime bien Mimo Palladino, ça, c'est vraiment un artiste que j'aime bien. Non, c'est un Italien. Et la trans-avant-garde, il participait à un mouvement, enfin, il faisait partie d'un mouvement. Il y avait lui, Cucchi, Clemente, et c'était la trans-avant-garde italienne. Et ça, vraiment, c'est un mouvement que j'adore. D'ailleurs, Clemente, j'aime beaucoup aussi. Peut-être ici, au centre, ils ont des pièces, des grandes pièces de Mimo Palladino. Ouais, je suis très fan. Très, très fan, voilà. Est-ce qu'on passerait pas une autre feuille? Si. On peut peut-être montrer. Oh. Un peu coincé, parce que parler en même temps, c'est pas évident. Oui, je comprends. Je me suis dit, là, si ça fait un petit peu... Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on dessine maintenant? Je vais réfléchir par rapport à l'exposition. Ah oui, je voulais parler, bon, pendant qu'on a dessiné, mais des géantes, comment c'est venu l'idée, parce que tu as expliqué... Mais en fait, oui, donc je suis allée voir cette exposition des Schtroumpfs, qui m'a vraiment, qui m'a vraiment rappelé à quel point c'était important pour moi les Schtroumpfs quand j'étais enfant. Et puis j'ai gagné ce dessin incroyable. Et puis ça a surgi en fait l'idée des... Je n'y ai pas pensé. Alors déjà moi j'adore les géants, tu vois. Mais voilà, c'était un matin en me réveillant et j'ai vu les mains qui ouvrent la cape comme ça. Et je me suis dit ah ouais, je dis yes. Et donc voilà, je me suis mis à faire ça. Donc il n'y a pas vraiment un mécanisme. Je fais les mains. D'accord. Les mains des géants qui ouvrent leur cape. Ah oui. C'est important. C'est marrant. Mais ton style en général, j'aime beaucoup l'illustration. Ouais. Et le style en général assez... que tu avais expliqué que tu voulais que ça soit... Je sais plus les mots que tu avais dit. Mais pas aller trop dans la complication. Ah oui, non, voilà. Oui, par rapport aux formes. Oui, ça. Oui, ça, mais ça, oui, c'est vrai. Donc, moi, je fais toujours des formes on dit qu'elles sont assez simples. Après, c'est vrai que tu as des dessinateurs où ils font vraiment plein de détails et tout. Alors, moi, je fais plus du motif, tu vois. Je peux passer beaucoup de temps pour faire des motifs, mais les formes, en général, sont simples. Oui, c'est vrai. Parce que j'aime bien les choses qui sont efficaces, tu vois. Et, efficace, c'est ça que je cherche. Efficaces et qu'on peut comprendre directement, tu vois. Comme quand je travaillais dans la rue, tu vois, je trouve que c'est important d'être assez lisible, pour moi en tout cas, tu vois, qu'on voit tout de suite, qu'on comprenne assez vite de quoi il s'agit. Et puis c'est comme ça, mais voilà, j'aime bien, c'est comme ça. J'aime bien les formes simples. Alors normalement, elles ont un collier, donc on ne voit pas sa tête, donc je vais lui faire comme ça, ce collier. Sa tête, elle était ici. Ouais. On disait. À force de dessiner souvent le même thème, par exemple avec les géantes, les mains et la cape, il y a des automatismes où tu... Non, j'essaie de pas en avoir.
J'essaie de... Alors, quand je trouverai que ça devient trop automatique, alors il faudrait que je fasse quelque chose par rapport à ça, parce que l'idée, c'est quand même pas de s'ennuyer. Tant que ça me passionne, ben, je fais. Tu vois. Donc c'est toujours différent, les capes, les mains, enfin... Oui, légèrement. Et alors, mais j'aime bien avoir une constante, tu vois. Donc ici, il y a la géante qui ouvre sa cape. Oui. Et j'aime bien avoir une constante. Et après, ce qui se passe ici, ça change toujours à l'intérieur, tu vois. On va faire un bonhomme. L'idée, elle vient comment de savoir ce que tu veux faire du vécu en partie, j'imagine. Ouais, après, ça dépend. Hein, comment elle vient? Ben, écoute, ça s'appelle l'inspiration, je pense. Tu vois. Et après, tu peux être inspiré parfois par... Tu vois, il y a un truc avec... il y a une géante avec une cabane. Et ben, la cabane, en fait, je me baladais près de chez moi, cet été d'ailleurs. Et je suis passée à côté d'une super belle maison et ils avaient un super beau jardin et un gros arbre et ben il y avait une cabane. Donc j'ai fait la photo parce que ça m'a vraiment touchée. Et donc voilà, Donc c'est naturel. Oui, mais après je me dis si ça m'a touchée, c'est que quelque part ça me renvoie à quelque chose. Et donc après ça me fait quand même réfléchir, tu vois. Et donc voilà. Donc la cabane, c'est un endroit qui peut être un endroit de un refuge, mais dans mon cas c'est pas tellement, c'est un peu un endroit qui peut être aussi inquiétant parce que alors moi dans ma vie j'ai vécu une période d'abus et c'est pas mon papa mais du voisin qui était le papa de ma meilleure amie et je n'ai jamais rien dit à personne, rien. Et c'est il y a quelques temps j'ai fait un travail pour justement libérer ça. Et en fait, il y a eu un truc avec une cabane qu'ils avaient au fond de leur jardin. Et donc, pour moi, la cabane, c'est important. Et c'est pour ça que je l'ai photographiée. Mais sur le coup, je me dis, waouh, une cabane, j'adore. Mais en fait, ça me ramène quand même à quelque chose de mon histoire ou qui est important pour moi. Et donc voilà. Ça arrive souvent, c'est ça, que t'es que t'es attiré par un élément. Ouais. Et qu'après seulement tu... Oui, toujours, toujours. J'ai pas... tu sais, quand tu es dans la vie, tu te balades et tout, tu vas pas nécessairement... mais toi aussi, si tu vas... À un moment, ton attention est attirée par quelque chose, probablement quelque part, il y a ça porte inconsciemment, il y a un écho. C'est ça, en fait, mon jeu de cartes. C'est qu'à un moment, tu vas te poser une question. Après, il faut être dans un moment il ne faut pas qu'il y ait du bruit et tout. Tu es vraiment tranquille. Tu te poses une question, tu tires une carte. Et ce que tu vas voir va répondre d'une façon ou l'autre. Parce que tu vas y projeter quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Donc, ça va répondre à ta question. Un peu encore un retour sur l'enfant intérieur. Oui, ou alors à ton surmoi qui sait quand même, qui va prendre la bonne carte et qui... Ouais. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est super intéressant. Et là, pour le moment, tu vois, je lis des trucs... je comprends pas tout, hein, mais je lis des livres de Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, c'est un physicien qui a trouvé des choses... qui a fait des découvertes dans le domaine de la physique quantique. Et je lis donc ce que c'est la physique quantique, mais tout ce qu'on a appris... sur la matérialité et tout, ça vole en éclats et c'est impressionnant. Enfin, je sais pas si tu vois un peu. Si, il y a un moment où j'aimais trop la physique quantique et je regardais tout ce qui était documentaire Arte et tout ça là-dessus. Ah ben voilà, tu vois, c'est quand même impressionnant. Et vraiment, ça m'avait fasciné parce que c'est quelque chose qu'on ne conçoit... Enfin, c'est la science de ce qu'on ne peut pas concevoir. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça nous dépasse. Oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est large. Et donc, moi, tout ça, ça m'intéresse parce que je pense que ça fait vraiment partie du monde de demain, tu vois, où toutes les vieilles croyances qu'on a, à un moment donné, elles sont plus valables. Et je pense que dans le monde qui arrive, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont être différentes et découvertes aussi, tu vois. D'un point de vue positif, comme tu avais dit tout à l'heure. Oui, moi je crois, même si ça va être pas évident, je pense que la société elle est obligée de changer aujourd'hui. Et toi qui es jeune, tu dois le sentir aussi, que nous on est des boomers.
Non, mais je veux dire, tu vois. Et donc, toutes les choses nouvelles, j'aime beaucoup. Tu vois, les nouvelles expérimentations, les trucs, ça m'intéresse, moi. Ouais. Je sais pas pourquoi je te parle de la physique quantique. Pourquoi je te parle? Je ne sais plus. Bon, bref, tu verras bien. Oui, je me rappellerai. Mais il y a un moment où vraiment ça m'avait intéressée, je voulais devenir astrophysicienne à cause de ça. Après, j'ai changé d'avis. Oh, c'est merveilleux. Mais la science, ça a toujours été... Je pense que c'est... Avec l'art, c'est un de mes premiers amours. Ah, je comprends. Mais tu sais, je suis allée voir... je vais voir... le Mumon s'organise des conférences sur beaucoup de thèmes dans le genre. Et j'étais allée voir la conférence de Carlo Rovelli, qui est venu à Mons, et aussi d'une dame dont j'ai oublié le nom, mais elle qui travaille... donc c'était Titan, à l'attaque de Titan, donc c'est un satellite de Saturne en fait. Et elle travaille sur le drone géant qui va partir en 2028 faire des prélèvements sur Titan. Et je me disais, quand j'écoute ces gens et je les vois, je me dis il y a quelque chose qui est en commun avec les artistes. Parce que quelque part, j'ai l'impression qu'ils doivent... aller au-delà de ce qui est vu. Ouais, et quelque part d'avoir une intuition ou une vision ou d'être un peu fou, assez fou pour sortir des nouvelles choses et aller explorer. Oui, c'est fou, hein. Sans être dans les trucs de magie ou des trucs comme ça, c'est vraiment la pure réalité, c'est la science. Tu vois. Et ce que je m'étais dit, je dis, ça me fait penser à des artistes en fait. Mais il y a ce truc où on peut pas... La science, c'est du nouveau. Et du coup, on ne peut pas se baser entièrement sur ce qu'on a déjà vécu, sur ce qui est déjà connu. Voilà, et normalement aussi, la science, c'est aussi remettre en question. Oui, voilà. Et ça, c'est super, je trouve, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a un beau parallèle à faire avec les artistes. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, ce Carlo Rovelli, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose... je trouve vraiment une similitude, quoi. Je me dis, ces gens, ils sont un peu fous quelque part, tu vois. Regarde, Einstein était un peu... Enfin, moi, je pense qu'au niveau personnel, c'était pas top, mais c'était quand même quelqu'un d'un peu particulier, quoi. Mais cette période de l'histoire, avec la guerre, etc., elle me passionne pas d'un point de vue un peu machiavélique, plus du fait que on est arrivé à un point où la science a été pour détruire plutôt que pour le progrès. On déshumanisait les gens pour... Tu parles de la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, oui. Ah oui, oui. Alors, de la bombe atomique, etc. Et j'arrive pas... C'est toujours... quand on parle de ça, j'arrive pas à concevoir que l'humain peut oublier l'aspect humain. ouais, je sais, moi non plus, mais malheureusement, ouais, non, moi non plus. Mais il me semble que Oppenheimer et Einstein, ils ont eu un regret après. Ça, je ne sais pas. Mais Einstein, oui, probablement, il n'aurait pas voulu que ça... J'imagine quand même que lui, c'était pas son objectif, c'était pas d'aller tuer les gens. Hein. Et après, quand on travaille sur la bombe atomique, c'est bien... Mais après, c'est vrai que ça a fait des progrès. Le nucléaire, ça a fait des progrès. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le besoin de... Il y a la soif du pouvoir, l'amour de l'argent, se sentir être puissant, dominer. Et ça fait partie de l'être humain. Après, puis il y a des gens peut-être qui ne sont pas recommandables aussi, qui prennent des décisions, tu vois. Voilà. Et ça, on est tous, on peut tous à un moment donné... déraper. Ouais, qui plus, qui moins. Mais ça fait partie de l'être humain. Il y a toujours l'ego qui est en jeu. Ouais, l'ego, je sais pas si c'est l'ego. Tout le monde a un ego, heureusement. Mais bon, je pense que le monde, ce ne sera jamais idéal. Mais là, il est vraiment... là vraiment, maintenant, il y a des choses qui doivent vraiment changer, quoi. Ouais. On arrive vraiment au bout de quelque chose, je pense. Voilà. C'est parce que malheureusement, on met le profit avant tout. Bah, c'est la société qui a été construite comme ça, mais bon. Moi, j'aime pas le fait d'être fataliste et se dire c'est comme ça, on peut rien changer. Ah, ben non, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui réagissent comme ça à ce qui se passe et qui se disent bon, de toute façon, c'est comme ça. Et la phrase c'est comme ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que je me dis mais
tous les progrès qu'on est arrivé jusque-là. Oui, mais avant de penser, il faut dire oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mais pas que ça ne peut pas changer dans le sens, voilà, la situation est telle qu'elle est actuellement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Voilà, mais il y a de belles choses qui se passent aussi. Oui, bien sûr. Parce que bon, après c'est compliqué, mais déjà, à notre échelle, tu vois... On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais laisser Sarah parler un petit peu de ce qu'elle a prévu pour cette année, enfin, de ce qui arrive. Alors, donc, si je dois faire une annonce pour un projet futur, donc à partir du 21 janvier jusqu'au 28 mars donc 2026, j'exposerai des géantes à la bibliothèque universitaire de Valenciennes. Donc, c'est la bibliothèque du Mont Houy. Donc, le vernissage, c'est le 21... C'est un mercredi, je pense, 21 janvier à 18h. Et l'expo est visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Et là, je me suis calée sur la thématique des nuits de la lecture, qui est ville et campagne. Et l'exposition s'appelle Vivant paysage. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Mais voilà, je n'ai plus rien à dire. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi.